À la fête de papa, ma sœur Harry, elle est trop bête pour réaliser que nous ne la rembourserons jamais. J'ai silencieusement arrêté de payer son loyer. Elle est arrivée en pleurant, nous sommes expulsés. J'ai simplement souri et j'ai dit, voici ta facture de 14 800 €. Ma sœur et son fiancé pleuraient à ma porte, prétendant que le propriétaire les expulsait. Ils avaient besoin de mon aide. Mais je me suis juste souvenu de ce que j'avais entendu par hasard à l'anniversaire de mon père, eux plaisantant sur le fait que j'étais trop bête pour réaliser qu'il ne me rembourserait jamais. Alors, j'ai souri et je leur ai tendu un dossier. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir cela jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. De quel endroit dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La migraine s'accrochait à moi depuis 3 jours, une étreinte glaciale et implacable derrière mon œil droit. J'étais assise dans mon salon plongé dans l'obscurité, un gant de toilette humide sur le front, la sonnerie de mon téléphone coupée. En tant que responsable de la scolarité à l'université, la fin du semestre était mon cauchemar personnel. Je venais de traiter les notes et les mises à l'épreuve académique de plus de 6000 étudiants, et mon cerveau avait l'impression d'avoir été essoré. J'avais 36 ans, j'étais célibataire, et ma relation principale était avec mes feuilles de calcul. Mon appartement était mon sanctuaire, un endroit calme et ordonné où tout avait un sens. Lorsque la sonnette a retenti, cela a semblé être un acte de violence. Le carillon était strident, insistant. Je l'ai ignoré. Puis sont venus les coups, non pas un toquement poli, mais un martèlement frénétique qui faisait trembler le cadre de la porte. Je me suis traîné jusqu'à la porte, ma tête pulsant à chaque pas. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et mon estomac s'est instantanément noué. C'était ma sœur cadette, Daphné, et son fiancé, Maxime. Daphné sanglotait, le visage rouge et couvert de plaques. Maxime avait son bras autour d'elle, son expression étant un masque d'inquiétude théâtrale, bien qu'il la dirigeât clairement vers le Judas. Il devait savoir que j'étais derrière. J'ai ouvert la porte, gardant la chaîne de sécurité enclenchée. Daphné, qu'est-ce qui ne va pas? Il est 22 heures. Agathe, tu dois nous aider, a-t-elle gémi, poussant contre la porte. Il nous met dehors. Le propriétaire, il nous expulse. Maxime est intervenu, sa voix douce et urgente. Agathe, s'il te plaît. Nous venons de recevoir l'avis. Il est sur la porte. Nous avons 3 jours. 3 jours. Nous n'avons nulle part où aller. Tu n'as pas payé le loyer. Les 6 derniers mots m'ont frappé comme un jet d'eau froide. Tu n'as pas payé. Pas nous avons manqué un paiement, mais tu. Je les ai fixés à travers l'espace de 5 cm. Daphné, ma sœur de 27 ans, la propriétaire de boutique Etsy spécialisée dans les bijoux en perles qu'elle ne parvenait jamais tout à fait à vendre. Et Maxime, 30 ans, le fondateur de start-up, dont l'entreprise consistait en une page web élégante et une application non fonctionnelle qu'il testait en version bêta depuis 2 ans. Depuis 8 mois, je payais le loyer de leur loft branché du centre-ville. 8 mois à faire des doubles quarts de travail pendant les pics d'inscription, à annuler mes projets de vacances et à manger des nouilles instantanées juste pour qu'ils puissent se remettre sur pied et économiser pour le mariage. La migraine, l'épuisement, le stress de mon travail, tout cela s'est évaporé, remplacé par une clarté soudaine et glaçante. Je n'étais pas seulement fatigué. On se jouait de moi. Je ne comprends pas, ai-je dit, ma voix plate. Je vous ai donné l'argent pour ce mois-ci. Je l'ai viré le 1er du mois, exactement comme toujours. C'était un mensonge, bien sûr, mais c'était le premier qui m'était venu à l'esprit. Non, tu ne l'as pas fait, a crié Daphné, sa voix montant jusqu'au hurlement. J'ai vérifié le compte. L'argent n'y est pas. Comment as-tu pu nous faire ça, Agathe? Nous sommes de la famille. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Son sac à main de créateur. Les nouvelles baskets en édition limitée de Maxime. J'ai pensé aux photos qu'elle avait postées la semaine dernière de leur brunch de travail, dans un restaurant à 45 € l'assiette. J'ai pensé aux 8 mois de ma vie que j'avais sacrifiés. Et puis, j'ai pensé à ce que j'avais entendu il y a 3 semaines à la fête d'anniversaire de notre père. J'ai fermé la porte, retiré la chaîne et l'ai ouverte complètement. Ils ont tous deux semblé surpris, s'attendant à ce que je crie ou que je fonde en larmes et fasse un chèque.
Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Entrez, ai-je dit, ma voix ne trahissant rien. Nous devons parler. Ils sont passés devant moi, laissant couler leurs sentiments de droit et leur fausse panique sur le tapis propre de mon entrée. Alors que je les regardais s'installer sur mon canapé, le même canapé que je m'étais empêché de remplacer parce que l'argent était nécessaire ailleurs, j'ai senti une résolution se durcir dans ma poitrine. Ils pensaient que j'étais leur filet de sécurité. Ils pensaient que j'étais leur imbécile. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait ces 3 dernières semaines. La trahison était pire que n'importe quelle migraine. Au moment où ils furent à l'intérieur, la dynamique a changé. La panique s'est évaporée du visage de Maxime, remplacée par un air d'attente impatiente. Il s'est assis en avant, les coudes sur les genoux, comme s'il se préparait à une négociation commerciale qu'il était certain de gagner. Daphné, d'un autre côté, continuait de pleurnicher, tamponnant ses yeux secs avec la manche de son pull en mélange de cachemire, un pull que je reconnaissais d'une boutique que je ne pouvais pas me permettre. « Agathe, je ne sais juste pas ce que nous allons faire, a-t-elle gémi, regardant autour de mon modeste appartement d'une chambre. Je pouvais voir le léger dégoût dans ses yeux alors qu'elle scrutait mes meubles pratiques d'occasion. « Le propriétaire est un monstre, a dit Maxime. Si nous ne sommes pas partis d'ici vendredi, il change les serrures et jette nos affaires à la rue. Il ne peut pas légalement faire cela sans une ordonnance du tribunal, ai-je dit, ma voix toujours neutre. Je suis passé devant eux pour aller dans ma cuisine, leur tournant le dos alors que je remplissais la bouilloire électrique. Mes mains étaient parfaitement stables. Il doit vous signifier un avis d'expulsion formel, ce qui vous donne le temps de répondre. Un commandement de payer est la norme. Maxime a ricané. Avocats, tribunaux, Agathe, nous n'avons pas le temps pour ça. Nous avons besoin de l'argent maintenant. Tu as juste besoin de l'appeler demain matin et de lui virer le loyer de ce mois-ci plus les frais de retard, et probablement celui du mois prochain juste pour apaiser les choses. Je me suis retourné, bouilloire à la main. Vous voulez que je paie 2 mois de loyer plus les frais de retard pour un paiement que vous étiez censé faire? Non, Agathe, un paiement que tu étais censé faire, a insisté Daphné. Tu as promis que tu nous aiderais jusqu'au mariage. Tu as dit que tu couvrirais le loyer pour que nous puissions économiser pour la compte de la salle. J'ai promis que je vous aiderais à vous remettre sur pied, les jeux corrigés, ma voix calme. Je paie votre loyer depuis 8 mois. C'est 14 800 €. Quand j'ai accepté d'aider, vous avez tous les deux juré que c'était temporaire. Vous avez tous les deux dit que vous travailliez, que l'application de Maxime était sur le point d'obtenir sa première ronde de financement. C'est le cas, a claqué Maxime, un peu trop rapidement. Ces choses prennent du temps. Les gars du capital risque finalisent juste la paperasse. Tu ne comprends pas le monde des startups, Agathe. Ce n'est pas comme ton petit travail de bureau. Nous bâtissons un empire. Je l'ai regardé. Un empire bâti sur mon salaire. La question flottait dans l'air, tranchante et lourde. Les faux pleurs de Daphné se sont arrêtés net. Ce n'était pas ainsi que le scénario était censé se dérouler. J'étais censé m'excuser, être affolé, me précipiter vers mon carnet de chèques. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, a demandé Daphné, sa voix devenant froide. Le rôle de victime fondait, révélant le noyau dur et capricieux que je connaissais si bien. Ça veut dire que je suis fatigué, Daphné. Je suis fatigué de travailler 60 heures par semaine pour que tu puisses vendre 2 bracelets et que Maxime puisse réseauter lors de déjeuners coûteux. Je suis fatigué de mettre toute ma vie en pause. En pause? Daphné s'est levée, le visage tordu par l'incrédulité. Quelle vie, Agathe? Tu n'as pas de vie. Tu as un travail et cet appartement ennuyeux. Nous vivons vraiment. Nous construisons un avenir. Tu devrais être heureuse d'aider. C'est ce que fait la famille. Ces mots ont piqué, exactement comme prévu. Pendant un moment, la vieille honte familière m'a envahi, le sentiment d'être la grande sœur ennuyeuse et responsable, celle qui nettoyait toujours les dégâts, celle qui était toujours stable et donc toujours censée pourvoir aux besoins. Mais alors, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de l'odeur des pains et du gâteau d'anniversaire. Je me suis souvenu du son de leur rire flottant dans l'air frais de la nuit. Elle est trop bête pour réaliser que nous ne la rembourserons jamais. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant le souvenir. Pas encore. Ce n'était pas le bon moment. Je devais m'en tenir au plan. Tu as raison, ai-je dit,
ma voix s'adoucissant. Le changement dans mon ton a été immédiat. Maxime s'est détendu, et l'expression de Daphné est passée de la colère à l'agacement. Tu as raison. Je suis désolé. Je suis juste. J'ai été tellement stressé au travail, et cette migraine me tue. J'ai dû oublier de programmer le virement. C'est de ma faute. Le soulagement de Daphné était palpable. Elle rayonnait presque. Oh, Agathe, Dieu merci. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Alors, tu l'appelleras demain matin. Tu vas arranger ça? Bien sûr, ai-je dit, en lui faisant un sourire faible et fatigué. Je vais m'occuper de tout. Vous deux, rentrez simplement chez vous et dormez un peu. Maxime a frappé dans ses mains, tout en charme à nouveau. Tu vois, Daphné? Je t'avais dit que ta sœur était la meilleure. Tu es une sauveuse, Agathe. Vraiment. Il s'est penché et m'a donné une accolade d'un bras qui ressemblait à un serpent s'enroulant autour de mes épaules. Je les ai raccompagnés à la porte, promettant à nouveau que je m'en occuperais dès la première heure. Alors qu'il descendait le couloir, j'ai entendu Daphné siffler à Maxime, tu vois? Je t'avais dit que tout ce que j'avais à faire était de pleurer un peu. J'ai fermé la porte et verrouillé le pêne dormant. Je me suis appuyé contre elle, l'adrénaline s'évacuant, me laissant tremblante. Ils n'avaient pas simplement oublié. Ils avaient oublié qui j'étais. Je n'étais pas seulement une responsable de la scolarité. J'étais la personne qui avait conçu tout le système universitaire pour le suivi des dossiers académiques et des accords d'aide financière. Je vivais dans un monde de contrats, de petits caractères et d'obligations légales. Et pendant 8 mois, j'avais fait signer l'un d'eux à ma sœur. Notre dynamique familiale s'était forgée dans la crise. Quand j'avais 16 ans et que Daphné en avait 9, notre mère est décédée. Notre père, Claude, un homme gentil et doux qui gagnait sa vie comme charpentier semi-retraité, a été anéanti. C'était un père merveilleux, plein de chaleur et d'histoire, mais ce n'était pas un homme organisé. C'était un artiste avec le bois, pas avec les finances ou les plannings. Du jour au lendemain, je suis devenue l'administratrice de la famille. J'étais celle qui a appris à équilibrer le carnet de chèques, qui s'assurait que le crédit immobilier était payé, qui faisait les courses et la cuisine, et qui aidait Daphné avec ses devoirs. J'étais celle qui restait assise avec papa pendant qu'il faisait son deuil, et j'étais celle qui maintenait tout ensemble. Je n'ai pas eu l'occasion d'être une adolescente rebelle. Je suis devenu un parent de substitution. J'ai mis mes propres rêves d'étudier l'histoire de l'art en pause et j'ai choisi un diplôme pratique, la finance, ce qui a mené à mon travail stable, sûr et mortellement ennuyeux à l'administration. Je l'ai fait pour que papa n'ait pas à s'inquiéter. Je l'ai fait pour que Daphné puisse avoir une enfance normale. Daphné, à son tour, est devenue la lumière de la famille. Elle était la créative, l'esprit libre, celle qui était protégée de toutes les laides réalités de nos finances. Je l'ai encouragée. Je voulais qu'elle ait la vie que je ne pouvais pas avoir. J'ai payé pour ses fournitures d'art, ses cours de danse et finalement, son inutile diplôme en communication. Je ne me suis jamais plainte. Je n'ai jamais compté les points. J'ai juste donné. Puis, il y a 2 ans, Maxime est entré en scène. Il a trouvé Daphné à une foire d'art où elle tentait de vendre ses bijoux en perles. Il était tout en charme poli, portant des costumes qui semblaient chers mais qui étaient loués, et faisant de grandes déclarations sur le fait de bouleverser l'espace technologique. Il a dit à Daphné qu'elle était une artiste brillante, une marque inexploitée. Il l'a convaincue d'arrêter de penser petit et de quitter son emploi à temps partiel de barista pour se concentrer sur sa boutique Etsy à temps plein. Lui, pendant ce temps, était le fondateur d'une start-up appelée Linklight, qui était prétendument une nouvelle plateforme de médias sociaux révolutionnaire. La première fois que je l'ai rencontré, mes alarmes internes n'ont pas juste sonné, elles ont hurlé. Nous étions chez papa pour le dîner du dimanche. Maxime a passé tout le repas à parler de capital risque, de ronde de financement d'amorçage et de son rythme de dépense. La clé, Claude, avait-il dit, gesticulant avec sa fourchette, c'est de dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Nous changeons d'échelle. C'est pourquoi Daphné et moi cherchons un nouvel endroit. Son appartement n'est tout simplement pas propice à un style de vie de cadre créatif. Ça a l'air coûteux, avais-je dit, coupant mon rôti. Maxime m'a fait un sourire apitoyé. C'est un investissement, Agathe. Tu dois penser comme un propriétaire, pas comme une employée.
tu ne comprendrais pas la pression. Il était vague sur son passé, évasif sur ses investisseurs, et s'intéressait de façon troublante à notre famille. Il était particulièrement concentré sur la maison de papa. C'est une super propriété, Claude, avait-il dit, tapotant un mur. Beaucoup de terrain. Tu sais, le plan local d'urbanisme change dans ce quartier. Tu pourrais probablement obtenir un permis pour construire un duplex à l'arrière. Un énorme revenu passif. Claude, béni soit-il, a juste ri et a dit qu'il aimait son jardin. Les demandes d'argent ont commencé petit. Agathe, pourrais-tu me dépanner de 185 €? Les frais de la plateforme Etsy sont plus élevés que je ne le pensais. Puis, Agathe, les investisseurs de Maxime arrivent par avion et nous devons les emmener dans un très bon restaurant. Pourrais-tu nous aider? Puis est venue la grosse demande. Il y a 8 mois, ils ont trouvé le loft. C'était absurdement cher, un espace industriel de 2 chambres avec briques apparentes et des plafonds de 6 mètres. Ils n'avaient pas d'emploi, pas de vrais emplois, donc ils ne pouvaient pas passer la vérification de solvabilité. Agathe, c'est parfait, avait jailli Daphné au téléphone. Il y a une deuxième chambre que Maxime peut utiliser comme bureau. Et la lumière pour ma photographie de produit est incroyable. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide. Juste pour quelques mois, jusqu'à ce que le financement de Maxime arrive et que ma boutique décolle. Nous te rembourserons chaque centime. Je le jure. J'étais hésitante. C'était tellement d'argent. C'était, en fait, le montant exact que je mettais dans mon compte d'épargne pour mon futur appartement chaque mois. Mais elle était ma sœur et elle jurait que c'était temporaire. D'accord, ai-je dit avec un soupir qui semblait venir de mes os. Je vais aider. Mais Daphné, je ne suis pas une banque. Nous devons faire cela correctement. Pour mes propres dossiers, tu sais, pour mon budget. Je t'enverrai l'argent chaque mois, et j'ai juste besoin que tu signes un document simple, juste un accord d'une page stipulant que c'est un prêt et que tu promets de le rembourser, juste pour que nous soyons tous au clair. Daphné avait ri. Oh, Agathe, toi et tes feuilles de calcul. Si formel. Bien sûr, tout ce que tu veux. Tu es la meilleure sœur du monde. Donc, le premier de chaque mois pendant 8 mois, je virais 1850 €. Et un jour plus tard, j'envoyais par courriel à Daphné un simple fichier PDF intitulé « Accord de prêt personnel, mois X ». Il précisait le montant, la date et les conditions, remboursables en totalité sur demande par Agathe, mon nom de famille inclus. Elle le signait électroniquement et le renvoyait en quelques minutes, généralement avec un emoji cœur. Elle pensait que c'était une blague, une petite manie mignonne de sa sœur aînée ennuyeuse. Elle n'avait pas réalisé qu'elle signait des aveux. La scène au dîner du 62e anniversaire de mon père était gravée dans ma mémoire. C'était 3 semaines avant le drame de l'expulsion. Nous étions à la maison de Claude, celle où j'avais grandi. Il faisait griller des hamburgers dans le jardin, l'odeur du charbon de bois et de la sueur provenant de son atelier tout proche remplissant l'air. C'était une soirée d'octobre fraîche et parfaite. J'étais rentré dans la cuisine pour prendre un appel de mon bureau. Une stagiaire affolée qui n'arrivait pas à comprendre un nouveau correctif logiciel. J'ai fait les 100 pas dans la salle à manger, le dos tourné à la porte-fenêtre ouverte, murmurant des instructions dans mon téléphone. En raccrochant, j'ai entendu Daphné et Maxime parler, leur voix dérivant depuis le foyer extérieur juste dehors. Ils ne m'avaient pas vu. Un autre mois encaissé, a dit Maxime, la voix suffisante. 1850 balles, juste comme ça. Ta sœur est un distributeur automatique ambulant. Je sais, a répondu Daphné. Et puis elle a ri. C'était un son léger et tintant, complètement dénué de chaleur. Elle est juste si facile. Oh, Daphné, c'est pour mes dossiers. Elle est trop bête pour réaliser que nous ne la rembourserons jamais. Qui ferait même signer quelque chose comme ça à sa propre sœur? Une vieille fille solitaire qui veut se sentir utile, a dit Maxime. Honnêtement, bébé, une fois que nous aurons les cadeaux de mariage, nous devrions voir si nous pouvons la faire investir dans l'Inclite. Elle a ce fonds pour son appartement qui reste là à dormir. Chut, pas si fort. Papa va entendre. Papa est à moitié sourd et pense que tu es un ange. Il est aussi ignorant qu'elle. Je suis resté figé dans la salle à manger, le téléphone glissant de mes doigts engourdis. Il a heurté le tapis avec un bruit sourd.
J'ai senti le sang se vider de mon visage. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le mépris. Trop bête. Vieille fille solitaire. Il ne me voyait pas simplement comme une ressource. Il me voyait comme une blague pathétique. Je me suis retourné et j'ai marché silencieusement à travers la cuisine, suis sorti par la porte d'entrée et suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à chez moi, mon esprit étant un vide terrifiant et froid. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai juste traité l'information. Quand je suis rentré, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé dans le dossier sécurisé de mon disque dur intitulé « Famille ». À l'intérieur se trouvait un autre dossier, près Daphné. Je l'ai ouvert. 8 documents PDF s'y trouvaient soigneusement classés. Accord-après-mars.pdf, accord-après-avril.pdf, accord-après-mai.pdf, et ainsi de suite jusqu'à octobre. Chacun était signé. Chacun était daté. Chacun était un billet à ordre juridiquement contraignant. Ma fureur aveugle initiale voulait que je l'appelle pour crier, pour lui envoyer les fichiers et exiger mon argent. Mais mon cerveau de responsable administrative, la partie de moi qui était logique et stratégique, a pris le dessus. Une confrontation mènerait à une scène dramatique remplie de larmes. Elle déformerait l'histoire, me peindrait comme la méchante et pleurerait auprès de papa. Il me supplierait d'être la plus grande personne et de pardonner, et je n'obtiendrais rien. Non, il voulait jouer à un jeu. J'allais jouer à un meilleur jeu. Le 1er novembre était dans 10 jours. C'était la date à laquelle j'étais censé envoyer les prochains 1850 €. Je ne l'ai tout simplement pas fait. J'ai transféré l'argent de mon compte chèque vers mon compte d'épargne à haut rendement, avec un supplément de 1000 € que j'avais économisé. J'ai bloqué les numéros de Daphné et de Maxime pour les textos et appels occasionnels, mais j'ai laissé leur capacité à laisser des messages vocaux et à frapper à ma porte. Je voulais qu'ils sentent le silence. Puis, j'ai commencé à creuser. J'étais administrative, oui, mais mon travail consistait essentiellement en la gestion de données et l'enquête. Je passais mes journées à retrouver des dossiers académiques obscurs, à vérifier des relevés de notes internationaux et à signaler des demandes frauduleuses. Trouver des informations était mon super pouvoir. J'ai commencé par Linklight. Le site web était beau, mais la page « Rencontrer l'équipe » n'était composée que de photos d'archives. J'ai fait une recherche d'images inversées. Le développeur principal Jean était en fait homme souriant au bureau, provenant d'un site allemand de photos d'archives. Le chef du marketing, Sven, était millénal enthousiaste avec ordinateur portable. La seule vraie personne était Maxime. J'ai lancé une recherche au registre du commerce. Aucune Linklight SAS ou Linklight SARL n'existait. J'ai élargi la recherche. Rien. L'entreprise entière était un fantôme, un simple modèle de site web qu'il avait probablement acheté pour 45 €. Ensuite, j'ai cherché Maxime lui-même. C'était plus difficile. Il avait un nom commun, mais j'avais sa date de naissance grâce à une demande de location que j'avais aidé Daphné à remplir. J'ai payé 46 € pour une vérification complète des antécédents. Les résultats étaient stupéfiants. Maxime n'était pas un fondateur de start-up. Il avait une série d'entreprises en faillite, 2 jugements du tribunal de proximité contre lui pour des dettes impayées envers des fournisseurs, et une expulsion d'un appartement il y a 2 ans. Mais la vraie bombe était son statut matrimonial. Maxime était toujours marié. Il était séparé de sa femme depuis 3 ans, mais le divorce n'avait jamais été finalisé. Selon les dossiers judiciaires que j'ai trouvés, elle avait déposé la demande, mais Maxime avait disparu, ne répondant jamais aux citations à comparaître, bloquant tout le processus. Il n'était pas juste un escroc. Il était un bigame en devenir. Je me suis rassise, le cœur battant la chamade. Il ne prévoyait pas seulement d'utiliser Daphné. Il prévoyait de commettre un délit avec elle. Il ne pouvait pas légalement l'épouser. Leur fonds de mariage entier était une imposture, pas seulement pour obtenir de l'argent de moi, mais probablement d'elle aussi. J'ai tout sauvegardé. J'ai imprimé la vérification des antécédents, les résultats des photos d'archives, les dossiers judiciaires. Je les ai placés dans un dossier séparé et soigné. J'avais maintenant les accords de prêt, ce qui était mon levier, et j'avais la vérité sur Maxime, ce qui était mon option nucléaire. Pendant 3 semaines, j'ai attendu. Je suis allé travailler.
J'ai payé mes propres factures. J'ai transféré de l'argent dans le fonds pour mon appartement. Et j'ai attendu les inévitables coups frénétiques à ma porte. Quand ils sont arrivés ce soir-là, désespérés et exigeants, j'étais tout à fait prête. Après les avoir laissés me convaincre de réparer mon erreur, je les ai renvoyés, promettant de m'en occuper le matin. Ils ont quitté mon appartement soulagés, convaincus que j'étais toujours fermement sous leur contrôle. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un texto de Daphné, j'ai appelé le propriétaire. Il a dit qu'il n'avait pas eu de nouvelles de toi. Agathe, tu avais promis. Appelle-le. Je l'ai ignoré. 1 heure plus tard, un message vocal, cette fois de Maxime. Sa voix était tendue, le charme disparu. Agathe, je ne sais pas à quel genre de jeu tu joues, mais ce n'est pas drôle. Daphné est hystérique. Tu ruines nos vies. Appelle le propriétaire et paie-le maintenant. Je suis allé travailler. J'ai assisté à des réunions. J'ai traité des demandes de remise de diplôme. Mon téléphone a vibré 17 autres fois. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Ce soir-là, ils étaient de retour. Cette fois, l'écho à ma porte était si fort que mon voisin a passé la tête hors de son appartement. J'ai ouvert la porte et avant même que je puisse parler, Maxime s'est frayé un chemin à l'intérieur. Daphné a suivi, le visage étant un masque de pure rage. Comment oses-tu, a-t-elle hurlé, toute prétention de victime en pleurs disparue. Tu nous as menti. Tu as dit que tu arrangerais ça. Le propriétaire m'a juste ri au nez. Il a dit qu'il déposait la demande d'expulsion demain. C'est de ta faute? De ma faute, ai-je demandé, fermant la porte calmement. Je me suis dirigé vers ma bibliothèque où j'avais placé un simple dossier accordéon marron. De ma faute si vous deux, une femme de 27 ans et un homme de 30 ans, ne pouvez pas payer votre propre loyer? Tu avais promis, a crié Daphné. J'ai promis d'aider, ai-je dit, ma voix coupant son hurlement. Je vous ai prêté de l'argent, et vous étiez si reconnaissant que vous avez même signé des reçus pour moi. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti le document du dessus. C'était l'accord pour octobre. Je l'ai tenu en l'air. Les yeux de Daphné se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est, a ricané Maxime, bien qu'une lueur d'incertitude ait traversé son visage. C'est juste ton petit truc de feuille de calcul bizarre. Ce n'est pas réel. C'est un billet à ordre, Maxime, ai-je dit. J'ai sorti les 7 autres. 8 d'entre eux pour être exact. Un pour chaque mois. Signé par Daphné. Un total de 14 800 €. C'est un contrat simple et juridiquement contraignant, et les termes sont très clairs, à rembourser en totalité sur demande par Agathe. J'ai étalé les documents en éventail sur la table basse. Je demande le remboursement intégral. Maintenant. Daphné fixait les papiers, sa signature clairement visible sur chacun d'eux. Elle avait l'air comme si je l'avais giflée. Agathe, c'était juste une formalité. Ce n'était pas. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis parfaitement sérieuse, ai-je dit. Tu sais, c'est drôle ce qu'on apprend quand on se sent motivé. J'étais tellement stressé à ce sujet que j'ai décidé de faire une petite recherche juste pour m'assurer que mon investissement était sûr. Je me suis tourné vers Maxime. Toi par exemple, Maxime, fondateur de Linklight. Très impressionnant. J'ai replongé la main dans le dossier et sorti la deuxième chemise, celle avec mon enquête. C'est dommage que toute ton équipe ne soit qu'une collection de photos d'archives, ai-je dit, jetant les impressions sur la table. Ce développeur principal, son nom est Dom souriant au bureau. Je suis surprise que tu ne l'aies pas simplement nommé Monsieur Dupont. Le visage de Maxime est devenu blanc. Quoi? De quoi parles-tu? A chuchoté Daphné, regardant de moi à Maxime. Maxime, de quoi parle-t-elle? Elle est folle, a balbutié Maxime, ses yeux dartant vers la porte. Elle invente tout ça. Elle est juste en colère à propos de l'argent. Le suis-je, ai-je dit. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai sorti le document final du dossier. La copie certifiée de son acte de mariage de la mairie de Lyon. Parce que j'étais aussi très intéressé d'en apprendre plus sur vos projets de mariage. Vous deux sembliez si excités. Le problème, Maxime, c'est que tu ne peux pas légalement te marier.
Parce que tu es déjà marié. J'ai laissé tomber l'acte de mariage au sommet de la pile. Le silence dans la pièce était absolu. C'était si calme que je pouvais entendre le bourdonnement de mon réfrigérateur. La tête de Daphné a pivoté lentement du papier vers Maxime. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Sa voix était un murmure terrifiant, bas et froid. Maxime, qui est Juliette Rousseau? Maxime s'est jeté, non pas sur moi, mais sur les papiers. Il a essayé de tous les ramasser pour détruire les preuves, mais j'étais plus rapide. J'ai saisi le dossier et l'ai tenu contre ma poitrine. Sortez, ai-je dit. Tu ne peux rien prouver de tout ça, a-t-il crié, sa voix se brisant. Tu m'as piraté. C'est illégal. Je te poursuivrai en justice. Tu ne peux pas me poursuivre pour avoir consulté des archives publiques, ai-je dit, ma voix tremblant d'adrénaline mais ma résolution ferme. Avis d'expulsion, jugement aux tribunaux, ban de mariage. Tout est là pour quiconque veut bien le trouver, s'il sait juste où chercher. Maintenant, sortez de mon appartement. Daphné, a-t-il supplié, se tournant vers ma sœur. Bébé, elle ment. Elle essaie de nous séparer. Elle a toujours été jalouse de toi, de nous. Daphné fixait l'acte de mariage sur la table. Elle l'a regardé, son visage complètement, terriblement vide. Es-tu marié, Maxime, a-t-elle demandé. C'est compliqué. J'allais te le dire. Sors, a-t-elle chuchoté. Daphné. Sors, a-t-elle hurlé, saisissant un lourd vase en verre sur ma table d'appoint. Sors d'ici, menteur. Maxime n'a pas eu besoin qu'on le lui dise à nouveau. Il s'est rué vers la porte, l'a ouverte brutalement et a disparu. Daphné est restée là, tremblante, le vase toujours tenu en l'air. Puis un son que je n'avais pas entendu depuis des années, un sanglot brut et brisé, s'est arraché d'elle. Le vase s'est écrasé au sol, et elle s'est effondrée, se repliant sur elle-même. Elle n'a pas pleuré pour l'appartement ou l'expulsion ou l'argent. Elle a juste gémi, il m'a menti. Il m'a menti. Je l'ai observé pendant un long moment. La partie de moi qui l'avait élevée voulait se précipiter pour la tenir, pour lui dire que ça irait. Mais la partie de moi qu'elle et Maxime avaient créée, la vieille fille solitaire, le guichet automatique idiot, est restée là. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste laissé pleurer. L'effondrement de Daphné fut de courte durée. Au moment où le choc s'est dissipé, son émotion primaire, celle qui avait guidé toute sa vie, a fait surface, l'instinct de conservation. Elle est restée sur mon sol pendant peut-être 10 minutes, puis les sanglots se sont calmés, remplacés par des reniflements et finalement un silence dur et froid. Elle s'est levée, s'essuyant le nez du revers de la main. Elle ne voulait pas me regarder. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle chuchoté. J'étais stupéfaite. Quoi? Daphné, il t'a menti. C'est un escroc. Il est marié. Et tu devais absolument me le dire, n'est-ce pas, a-t-elle craché, ses yeux brillants d'un ressentiment familier et venimeux. Tu ne pouvais pas juste payer le loyer et la fermer. Tu as dû enquêter. Tu as dû creuser et creuser jusqu'à ce que tu trouves quelque chose pour me détruire. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse que j'ai de l'amour et toi ton travail stupide et ennuyeux. Daphné, il ne t'aimait pas, ai-je dit, ma voix plate, le dernier reste de ma sympathie s'évaporant. Il t'utilisait tout comme vous m'utilisiez tous les deux. Ce n'est pas VRAI, a-t-elle hurlé. Nous avions des ennuis. Nous avions besoin d'aide. Et toi, ma propre sœur, tu as décidé de jouer au détective et de tout gâcher. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, Daphné, ai-je dit, rassemblant les papiers éparpillés sur le sol. Ce n'est pas mon problème. Pas ton problème? Je suis ta sœur. Je vais être sans abri à cause de toi. Tu vas être sans abri parce que toi et ton fiancé marié avez construit une vie que vous ne pouviez pas vous permettre sur mon dos, ai-je répliqué, glissant les papiers dans leur dossier. Et quant aux 14 800 € que tu me dois, j'attends un plan de paiement qui commence immédiatement. C'est ce qui l'a finalement brisé. La réalisation que l'argent n'était pas juste parti, il était dû. Elle m'a fixé, la bouche ouverte. Tu vas vraiment m'obliger à te rembourser après tout ça? Après avoir juste fait exploser ma vie entière?
Oui, ai-je dit, je vais le faire. Elle a laissé échapper un son de pur dégoût. Tu es un monstre, Agathe. Un monstre froid et sans cœur. Je vais voir papa. Je vais lui raconter tout ce que tu as fait. Bien, ai-je dit, ouvrant la porte de mon appartement. Vas-y. Mais souviens-toi, Daphné, j'ai des preuves. Tu as juste une histoire. Sors. Elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort qu'un cadre photo est tombé de mon mur. Je savais exactement ce qu'elle ferait. Elle courait vers Claude, notre père, et tisserait un conte de malheur. Elle serait la victime. Je serais la grande sœur cruelle et jalouse qui, dans un accès de rage, avait torpillé son bonheur et l'avait laissé ruiner. Et papa, avec son cœur tendre, la croirait. Ou du moins il voudrait la croire. Il m'appellerait, me suppliant de faire la paix. Je devais l'atteindre en premier, mais pas avec de la colère, avec des faits. Le lendemain était samedi. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père, celle où j'avais grandi. Son pick-up était dans l'allée, et je pouvais entendre le son d'une ponceuse venant de son atelier dans le garage. Je l'ai trouvé là, couvert d'une fine couche de sueur, lissant soigneusement le bord d'une belle chaise à bascule. Il a souri quand il m'a vu. « Agathe, quelle surprise, ma chérie. Tu viens voir le vieil homme. »« Salut, papa, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. J'ai besoin de te parler de quelque chose. C'est à propos de Daphné. » Son sourire s'est effacé. Il a éteint la ponceuse, et le silence soudain du garage a semblé lourd. « Est-ce qu'elle va bien ? Elle m'a appelé hier soir, hystérique. Elle a dit que vous aviez eu une terrible dispute. Elle l'était ? Eh bien, elle était incohérente. Quelque chose à propos de son appartement. Elle et Maxime se font expulser, papa, ai-je dit. Expulsés ? Oh mon Dieu. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Parce que j'ai arrêté de payer leur loyer, ai-je dit simplement. Claude m'a fixé. Tu payais leur loyer depuis combien de temps, Agathe ? 8 mois, papa ? 14 800 €. Il s'est adossé contre son établi, le visage pâle. 14. Agathe, pourquoi as-tu ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? C'est l'argent de ta maison. Parce qu'elle est ma sœur, ai-je dit, avec cette vieille sensation familière de serrement dans la gorge. Parce qu'elle a promis qu'elle me rembourserait. Elle et Maxime, ils ont dit qu'ils avaient juste besoin de quelques mois pour se remettre sur pied. Oh, Agathe, a-t-il soufflé, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Ce n'est pas pour ça que je suis là, papa. Elle va venir te voir. Elle va te dire que je suis un monstre. Elle va te demander de l'argent pour arranger ça. Et avant qu'elle ne le fasse, tu as besoin de voir ça. J'ai ouvert le dossier accordéon. Je ne lui ai pas montré l'acte de mariage en premier. Je ne lui ai pas montré les photos d'archives. Je lui ai montré les 8 accords de pré-signés. Il les a pris un par un. C'est un charpentier, un homme qui comprend les contrats, les devis et les factures. Il a lu le langage simple et clair. Il a vu sa signature. Elle a signé ça, a-t-il demandé, la voix calme. Chaque mois, ai-je dit. Elle pensait que c'était une blague. Ensuite, je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté la conversation que j'avais entendue à sa fête d'anniversaire. Je lui ai dit les mots exacts qu'ils avaient utilisés. Trop bête, vieille fille solitaire. J'ai vu le visage de mon père, un visage gentil et doux que j'avais aimé toute ma vie, se durcir. La douceur dans ses yeux a été remplacée par une colère brûlante et lente que je n'avais pas vue depuis que ma mère était décédée. Ils ont dit ça, a-t-il chuchoté. À propos de toi. Oui, ai-je dit. Et papa, ce n'est même pas le pire. J'ai ensuite étalé le reste du dossier, la fausse entreprise, les jugements aux tribunaux, et enfin l'acte de mariage. Il a fixé le papier pendant une minute entière. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une tristesse profonde et terrible. Tout ce temps, il a été. Et elle. Elle a été avec lui. Elle ne savait pas qu'il était marié, papa. Je suis sûr qu'elle ne savait pas cette partie-là, mais elle savait pour l'argent. Elle était complice là-dedans. Il a hoché la tête lentement.
Il a rassemblé les papiers et les a remis dans le dossier, ses mains habituellement si stables tremblant légèrement. Ce que tu as fait, Agathe, les dénoncer. Ça demandait du courage. C'était la bonne chose à faire. Elle me déteste, ai-je chuchoté. Elle est perdue, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Elle est perdue et elle a laissé ce parasite l'empoisonner. Mais toi, tu es ma fille. Tu es la fille de ta mère. Tu es forte et tu es bonne. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir vu ça. Il m'a attiré dans une étreinte et l'odeur de sueur et de son après-rasage était si terriblement papa que j'ai finalement craqué. J'ai enfoui mon visage dans sa chemise en flanelle et j'ai pleuré pour la première fois. J'ai pleuré pour ma sœur, pour mon argent, et pour la personne naïve et confiante que j'étais. C'est bon, Agathe, a-t-il murmuré en me tapotant le dos. Ça va aller. Nous allons gérer ça ensemble. Juste à ce moment-là, nous avons entendu une portière de voiture claquer dans l'allée. Daphné. Daphné est entrée en trombe dans l'atelier sans frapper, les yeux cernés de rouge et furieuse. Elle portait encore les mêmes vêtements que la veille. Quand elle m'a vu debout là avec papa, elle s'est arrêtée net. Qu'est-ce qu'elle fait là, a demandé Daphné, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu as couru ici pour l'empoisonner contre moi? Tu lui as montré tes dossiers secrets. Daphné, calme-toi, a dit Claude, sa voix basse et ferme. C'était sa voix d'atelier, celle qui signifiait qu'il était sérieux. Cela l'a arrêtée net. Elle était habituée à papa, pas à Claude. Ne me dis pas de me calmer, a-t-elle crié. Elle a ruiné ma vie. Elle m'a fait expulser de ma maison, et elle a brisé ma relation. Tout ça parce qu'elle est une vieille fille jalouse et misérable. Les mots vieille fille ont flotté dans l'air poussiéreux. J'ai tressailli mais papa s'est avancé. Ça suffit Daphné, a-t-il dit. Pas un mot de plus. Non. Daphné s'est avancée vers lui, le visage implorant. Papa, tu dois m'aider. Elle essaie de me détruire. Maxime. Maxime a fait des erreurs. D'accord. Mais nous étions amoureux et elle a déterré toutes ses affaires privées juste pour me blesser. Et maintenant elle dit que je lui dois de l'argent. Elle a craché le mot comme si c'était du poison. Elle veut que je la rembourse pour l'avoir aidée. Peux-tu croire ça? Sa propre sœur. Claude l'a regardé, son visage sculpté dans la pierre. J'ai vu les papiers, Daphné. Ils ne sont pas réels, a-t-elle insisté, sa voix se brisant de désespoir. C'était juste un jeu. Un truc stupide qu'Agathe m'a fait faire. Tu ne peux pas, papa. Tu ne peux pas prendre son parti. Je suis ta fille. Elle aussi, a dit Claude, sa voix dangereusement calme. Et c'est la fille qui paie ses propres factures depuis qu'elle a 16 ans. C'est la fille qui a mis sa propre vie en pause pour que toi et moi puissions aller bien. C'est la fille qui te sert de parent depuis que ta mère est morte. Cela a frappé Daphné plus fort que l'acte de mariage. Elle a reculé, le visage livide. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, a dit Claude. Et comment toi et cette fraude l'a remboursée? Je sais ce que tu as dit, Daphné. À ma fête d'anniversaire. Les yeux de Daphné se sont dirigés vers moi, écarquillés par la panique. Elle savait. Mon père a continué, sa voix tremblant d'une rage que je n'avais jamais entendue. Elle est trop bête. Une vieille fille solitaire. Un guichet automatique. C'est ce que tu penses de ta sœur? La femme qui a financé toute ta vie d'adulte. Le visage de Daphné s'est effondré. La colère vertueuse a disparu, remplacée par l'expression terrifiée et coupable d'un enfant pris la main dans le sac. Je ne le pensais pas, Maxime. Il quoi, ai-je dit en prenant enfin la parole. Ma voix était froide et claire. Il t'a obligé à le dire? Il t'a fait rire? Il t'a fait dépenser mes 14 800 € pendant que je mangeais des nouilles instantanées et que j'annulais mes vacances. A-t-elle balbutié. Tu n'as nulle part où aller, ai-je déclaré. Tu es expulsé. Ton fiancé est un escroc marié. Tu n'as pas de travail et tu me dois 14 800 €. J'ai fait une pause, laissant la réalité de sa situation s'installer sur elle. Alors, voici ce qui va se passer. J'ai regardé papa.
Elle ne peut pas rester ici, papa. Pas gratuitement. Elle te fera la même chose qu'elle m'a faite. Agathe, non, a gémi Daphné. Papa, s'il te plaît. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je suis ta fille. Agathe a raison, a dit Claude, le visage sombre. Il s'est tourné vers Daphné. Tu peux rester ici à deux conditions. 1. Tu vas trouver un emploi à temps plein, pas ta boutique Etsy. Un vrai travail déclaré. Je me fiche que ce soit au café ou à l'épicerie. Tu travailleras et tu feras 40 heures par semaine. Daphné avait l'air horrifiée. 2. A-t-il continué, tu me donneras ton chèque de paie. Je prélèverai 460 € pour le gîte et le couvert, et le reste, la totalité, ira directement à Agathe chaque semaine jusqu'à ce que ces 14 800 € plus les intérêts soient payés intégralement. Ce sont les conditions. Soit tu les acceptes, soit tu peux sortir par cette allée et te débrouiller toute seule. C'était une décision brillante et dévastatrice. Il ne la mettait pas simplement dehors. Il la mettait sous tutelle financière. Mon père, le doux charpentier, venait de devenir son directeur financier. Daphné le fixait, son monde s'effondrant complètement. Elle était venue ici en s'attendant à un chèque en blanc et à une épaule pour pleurer. Au lieu de cela, on lui tendait un tablier et une facture. Elle m'a regardé, les yeux remplis d'une haine si pure qu'elle en était presque belle. Elle cherchait une fissure, un moment de sympathie. Je ne lui ai rien donné. J'ai juste soutenu son regard. Tu as fait ça, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Tu m'as tout pris. Non, Daphné, ai-je dit en ramassant mon dossier. Je t'ai juste remis la facture. Toi et Maxime avez fait le reste. Je me suis tourné vers mon père. Je vais y aller. Je t'appellerai demain. Je t'aime, Agathe, a-t-il dit. Et je savais qu'il ne faisait pas que le dire. Il me voyait. Il me voyait vraiment pour la première fois depuis des années. Je t'aime aussi, papa, ai-je répondu. Je suis sorti de l'atelier en passant devant Daphné, qui restait figée dans un nuage de sueur, une statue vivante de ses propres conséquences. En montant dans ma voiture et en sortant de l'allée, je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai juste ressenti du calme. La migraine avait disparu. Le poids sur mes épaules s'était enfin levé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais responsable de personne d'autre que moi-même. Le silence dans la voiture était absolu, et c'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. La chute de Maxime fut rapide et, d'après ce que j'ai entendu, profondément satisfaisante. Après que Daphné l'ait mis à la porte, il a apparemment essayé de ramper vers sa vraie femme, Juliette. Elle, cependant, avait reçu des papiers de divorce pour la deuxième fois. Seulement cette fois, ils étaient accompagnés d'un dossier très soigné et très anonyme contenant des informations détaillant son entreprise frauduleuse et sa liaison avec ma sœur. L'avocat de sa femme, armé de preuves de tromperie criminelle et d'adultère, l'a dépouillé. Il a perdu toute prétention sur leur bien commun et faisait, aux dernières nouvelles, l'objet d'une enquête pour fraude électronique liée à certaines de ses promesses aux investisseurs de Linklight. Daphné, fidèle à la parole de mon père, a emménagé dans son ancienne chambre d'enfant. Le choc de sa nouvelle réalité a été profond. Pendant les 2 premières semaines, elle était maussade, en colère et parlait à peine. Mais Claude était inébranlable. Il l'a conduite à un salon de l'emploi au centre communautaire local. L'influenceuse Etsy et propriétaire de marques créatives a fini par décrocher un emploi de réceptionniste à temps plein dans une entreprise locale de fourniture de plomberie. Son premier chèque de paie fut un réveil brutal. Elle l'a ramené à la maison et papa l'a fait s'asseoir à la table de la cuisine avec lui. Il lui a fait endosser le chèque et ensuite, lui, Daphné et moi avons eu un appel vidéo à 3. Agathe, a-t-il dit, le visage ferme sur mon écran. Daphné a son premier paiement pour toi. Daphné, l'air épuisé et humilié dans un polo en synthétique, a tenu le chèque devant la caméra. Il était de 565,22 €. Merci, Daphné, ai-je dit, ma voix polie et professionnelle. Cela ramène ton solde impayé à 14 234,78 €. Je t'enverrai un relevé mis à jour par courriel. Nous avons fait cela toutes les 2 semaines. C'était atroce. C'était aussi nécessaire. Le changement en elle n'a pas été immédiat. Il a été glacial.
Elle a commencé à préparer son propre déjeuner parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de l'acheter. Elle a commencé à prendre le bus parce que papa ne la laissait pas utiliser sa voiture gratuitement. Elle a commencé à comprendre pour la première fois de ses 27 ans les simples mathématiques écrasantes de la vie. Les mathématiques dont je l'avais protégée. Environ 6 mois après le début de son plan de remboursement, j'ai reçu un appel d'elle. Pas du téléphone de papa, mais du sien. J'ai failli ne pas répondre. Allô, ai-je dit prudemment. Salut, sa voix était petite. Je voulais juste te dire. J'ai une promotion. Oh, ai-je dit, surprise. C'est bien, Daphné. Félicitations. C'est juste chef d'équipe, a-t-elle dit rapidement. C'est stupide, mais c'est 2 € de plus par heure. Je veux augmenter mes paiements envers toi. Je me suis assise. Tu veux? Oui. Je veux que ce soit fini. Je veux te rembourser. Ce que tu as fait, c'était horrible, mais, elle a pris une respiration tremblante. Maxime m'a appelé d'un numéro masqué. Il a essayé de me demander de l'argent. Il a dit que je lui en devais. Que as-tu fait, ai-je demandé. Je lui ai dit. Je lui ai dit que je connaissais un excellent avocat et que s'il m'appelait encore une fois, je m'assurerais que l'affaire de fraude de sa femme soit le moindre de ses problèmes. Puis j'ai raccroché et je l'ai bloqué. J'étais sans voix. Quoi qu'il en soit, a-t-elle dit, la voix rauque. Je t'enverrai le nouveau montant. Salut. Elle a raccroché. Ce n'était pas des excuses. Pas vraiment. Mais c'était quelque chose de plus important. C'était de la responsabilité. Avec l'argent de Daphné et avec l'argent que je ne perdais plus, le fonds pour mon appartement a grandi plus vite que je ne l'aurais jamais cru possible. 1 an après cette nuit fatidique dans mon appartement, je suis entré dans une banque et j'ai obtenu une préapprobation pour un prêt immobilier. 2 mois après cela, j'ai signé les papiers pour mon propre logement, un appartement lumineux et ensoleillé de 2 chambres au dernier étage d'un immeuble calme avec un petit balcon parfait pour une chaise et un livre. J'ai gardé mon ancien appartement pendant 1 mois après avoir déménagé juste pour peindre mon nouvel endroit et déplacer mes affaires lentement. Le dernier jour, je faisais une dernière inspection des pièces vides et propres. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Daphné. Solde, 0 €. Merci. J'ai regardé le texto. J'ai regardé l'appartement vide qui avait été mon sanctuaire et ma prison. Puis j'ai tapé une réponse. De rien. J'ai mis le téléphone dans ma poche, j'ai franchi la porte, je l'ai verrouillé pour la dernière fois, et je n'ai jamais regardé en arrière.